Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Infertilité, quels examens faire du côté des hommes ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de te retrouver et je te remercie infiniment pour l'accueil de l'épisode précédent où j'abordais justement les examens mais du côté des femmes. Aujourd'hui, on va parler des examens à faire quand on est du côté masculin. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que de manière générale du côté des hommes, on va avoir ce fameux spermogramme ou spermocytogramme évidemment où on va aller un petit peu évaluer tout ce qui est en termes de mobilité, de quantité, évidemment. On va regarder la forme, on va regarder tout ça. Donc on va déjà un petit peu avoir des éléments d'information qui sont plus qu'intéressants, bien sûr. Mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin et investiguer davantage quand on est face à des transferts, face à des transferts qui n'aboutissent pas ou quand on est face à des arrêts de grossesse à répétition. Ça vaut le coup d'aller expérimenter des deux côtés. Donc la semaine dernière, j'ai parlé des examens possibles à envisager du côté féminin. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les examens du côté masculin. Alors, exactement comme j'en parlais dans l'épisode précédent, j'ai parlé du karyotype. Le karyotype, donc c'est une prise de sang. On peut aussi le faire chez les hommes. Donc je te rappelle que le karyotype, l'objectif c'est d'aller, quand on fait cette prise de sang-là, c'est pour aller observer justement s'il y a des anomalies, j'ai presque envie de dire chromosomiques évidemment, puisque effectivement si on a un karyotype qui revient comme étant anormal, c'est qu'il y a une anomalie au niveau chromosomique et donc l'idée c'est d'aller observer ça, voir s'il y a des anomalies, que ce soit dans le nombre ou que ce soit dans la structure des chromosomes, d'accord ? Parce que ça explique évidemment des échecs d'implantation ou des arrêts de grossesse à répétition. Donc le karyotype il est évidemment très 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 intéressant à observer tant d'un côté masculin que du côté féminin. Et donc si jamais, c'est vrai, je le précise aussi parce que si jamais le karyotype présente des anomalies, ça ouvre alors la porte à ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. Donc le DPI, il est très réglementé. En tout cas, en France, la législation est très 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 stricte à ce niveau-là. Et même si le DPI peut être intéressant pour plein de personnes finalement, l'examen ne sera autorisé que lorsque on a fait, par exemple, au préalable, un karyotype qui a révélé des anomalies. Et alors, on pourra avoir recours au diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire qu'on va faire une recherche avant sur les embryons, on va les analyser pour voir si oui ou non ce sont des embryons qui présentent des anomalies. Et si anomalie il y a, ils ne seront pas transférés. Et donc voilà, c'est un test. Alors, il y a un énorme débat évidemment autour du DPI parce que à mon sens, ça devrait être élargi à beaucoup plus de cas pratiques. Maintenant, j'entends aussi qu'il y a un risque de dérive et c'est pour ça que la loi française est très compliquée et très stricte à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, sache que le diagnostic d'un karyotype qui révélerait des anomalies ouvre les portes au DPI. Donc ça, c'est le premier examen, c'est la prise de sang, c'est le karyotype, ça peut être intéressant. Ensuite, ce qu'on peut demander à faire, c'est un test de fragmentation de l'ADN. Ça, c'est vraiment quand on a un faible taux de fécondation, tu vois, donc on a ponctionné beaucoup d'ovocytes, mais finalement, par rapport aux ovocytes qu'on a pu ponctionner et le nombre d'ovocytes qui sont réellement fécondés, quand on voit qu'il y a un gros écart entre les deux, ça peut s'expliquer avec une fragmentation de l'ADN. Donc faire ce test, ça peut être intéressant dans ce cas-là. Ça peut être intéressant aussi que quand on a par exemple des embryons qui ont du mal à se diviser, tu vois, quand la division cellulaire n'est pas au rendez-vous, quand on
on a aussi des échecs d'implantation à répétition ou des arrêts de grossesse, parce que encore une fois, quand on parle d'arrêt de grossesse, on pense souvent à la qualité ovocytaire, on pense souvent au système immunitaire, etc. Mais en réalité, ça peut aussi provenir d'un sperme qui a une anomalie, ou en tout cas qui est, j'ai presque envie de dire, défectueux. Je ne sais pas si ça se dit pour un spermatozoïde, mais en tout cas voilà, qui n'est pas de qualité optimale. Ça vaut aussi le coup de le faire quand on a par exemple détecté aussi un varicocèle ou des infections qui sont génito-urinaires. Ça vaut le coup quand même d'aller tester les fragmentations de l'ADN. Pourquoi ? Parce que plus on va observer des cassures ou des lésions dans ce matériel génétique, eh bien plus ce sera difficile d'obtenir une grossesse, d'accord ? Donc voilà. Alors peut-être que tu te dis, oui mais ok, la fragmentation de l'ADN finalement, elle viendrait de quoi ? Ça peut venir de plein de choses différentes évidemment. Ça peut venir parfois même d'une simple période de fièvre à des problèmes, j'ai presque envie de dire anatomiques, comme un varicocèle. Donc un varicocèle, c'est assez compliqué dans le sens, alors c'est pas grave en soi évidemment, mais un varicocèle c'est quand tu as une sorte de varice, tu vois, c'est vraiment des anomalies d'un point de vue du système veineux, c'est de là que ça vient, et qui vont justement provoquer une augmentation de la température génitale. Et comme tu le sais évidemment, si les testicules sont en dehors du corps, eh bien c'est que les testicules elles ont besoin d'air frais. À partir du moment où c'est chauffé, eh bien on va avoir une altération de la qualité des spermatozoïdes. Donc c'est important de se dire que non seulement on fait attention évidemment à la température, donc on va éviter les caleçons trop serrés, les pantalons trop serrés, les sièges chauffants, ce genre de choses pour les chéris, c'est pas l'idéal, d'accord, parce que encore une fois, les spermatozoïdes, ils aiment le frais, d'accord, donc on doit les garder plutôt autour de 34 degrés plutôt que 37, c'est pour cette raison-là que les testicules sont en dehors du corps, mais ça peut aussi provenir d'autres facteurs, ça peut être de la pollution, ça peut être le fait d'avoir pris certains médicaments, ça peut être le tabac bien évidemment, ça peut être une infection, enfin voilà, il y a énormément de choses qui peuvent intervenir et donc amener des fragmentations de l'ADN spermatique. Donc ça vaut le coup quand même d'aller creuser de ce côté-là. Ça se fait évidemment de la même manière que pour un recueil, d'accord ? On va observer l'éjaculat et on va pouvoir faire ce qu'on appelle le test de fragmentation d'ADN. Alors on a aussi d'autres examens au niveau des spermatozoïdes, c'est ce qu'on appelle le FISH. Donc le FISH c'est quoi ? Eh bien c'est d'aller étudier le nombre de chromosomes qui sont contenus dans les spermatozoïdes et de vérifier que ils ont le bon matériel chromosomique, d'accord ? Et donc c'est intéressant parce que on va aller observer tout ça et on va voir s'il y a des anomalies qui sont détectées. Donc en gros, si je dois résumer, le premier test dont j'ai parlé tout à l'heure, le deuxième en réalité, puisque le premier c'était le karyotype, le deuxième c'était le test de fragmentation d'ADN et le troisième c'est le FISH. Mais pour résumer et pour faire la distinction entre le FISH et le test de fragmentation ADN, eh bien le test de fragmentation d'ADN, on va évaluer la qualité du sperme, d'accord ? Le FISH, il va être légèrement différent parce que lui, ça va être une technique qu'on va utiliser pour étudier la localisation des séquences d'ADN sur les chromosomes, d'accord ? Donc voilà, c'est en gros, le test de fragmentation d'ADN, ça va être une mesure directe de la quantité d'ADN fragmenté, d'accord ? Et on va voir un peu quelle est la stabilité structurelle, vraiment de l'ADN. Mais le FISH, on va utiliser des sondes qui sont fluorescentes pour aller vraiment cibler de façon très spécifique des régions chromosomiques. Et donc ça va permettre de visualiser la localisation des séquences d'ADN et ça permet évidemment de détecter des anomalies chromosomiques très spécifiques. D'accord ? Donc c'est vraiment à un niveau plus détaillé que le test de fragmentation d'ADN. Donc c'est vraiment très intéressant de faire ces différents examens selon le parcours, selon l'historique que vous avez, bien sûr, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Mais encore une fois, je rappelle que c'est impératif de commencer par la base. C'est impératif de commencer par la base en termes de dysfonctionnement. Et comme je le disais la semaine dernière, c'est pour toute cette raison-là que j'ai également intégré un médecin fonctionnel dans mon programme d'accompagnement, parce que je sais que c'est difficile d'obtenir de vraies réponses et d'aller chercher plus loin avec parfois des solutions plus simples. Parce que tous ces examens, tous ces tests ont parfois un coût et surtout un délai qui est parfois conséquent avant qu'on
qu'on propose ces différentes solutions. Alors que si on fait les choses à la base, on va gagner un temps considérable. Je dis pas que ces examens sont à faire dès le départ, mais par contre, le fait de faire une prise de sang qui soit la plus globale possible, la plus complète, mais avec un médecin qui est formé à ça, eh bien ça change tout évidemment, ça permet de gagner un temps précieux. Donc voilà, et je sais que c'est pas toujours évident d'obtenir les prescriptions et surtout d'avoir des professionnels qui sont suffisamment compétents, formés, etc., que pour pouvoir procéder à l'analyse et à des recommandations qui sont vraiment très pointues. Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer ce médecin, mais parce que ça change tout évidemment. Et je rappelle que pour certaines choses, oui, on va proposer une voie médicamenteuse, mais une alternative, j'ai presque envie de dire de synthèse, une alternative chimique, mais je rappelle que ce ne sera jamais aussi efficace que quand c'est sécrété naturellement par l'organisme, d'où l'importance de commencer par la base. Donc si tu es perdu, ou si ton conjoint l'est, ou les deux bien évidemment, que vous ne savez pas exactement qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, mais que vous avez envie de donner un coup d'accélérateur à votre projet bébé, eh bien rejoignez dès maintenant le programme d'accompagnement, que ce soit la version en ligne pour avancer à votre rythme ou que ce soit pour donner un coup d'accélérateur, et donc dans ce cas-là de rejoindre le programme de coaching éclosion, parce que dans ce cas-là ce sera des recommandations personnalisées vraiment où on va passer en revue tout votre parcours à tous les deux. Donc voilà. J'espère en tout cas que ces deux épisodes sur les examens possibles t'ont permis d'y voir un petit peu plus clair, de voir quels examens étaient encore envisageables. Peut-être que tu en as déjà fait certains, peut-être que ton chéri vient d'avoir la prescription pour un autre ou que tu envisages de creuser un peu plus loin. N'hésite pas à venir m'en parler, que ce soit sur les réseaux ou par email. Et je te remercie en tout cas et puis je te dis à très bientôt. Si jamais tu souhaites avoir plus d'explications, comme toujours, le programme d'accompagnement est à ta disposition. Il te suffit de choisir la formule qui te convient le mieux, encore une fois, que ce soit pour avancer en ligne ou que ce soit pour avancer à mes côtés et rejoindre un véritable, c'est même pas un groupe de soutien, mais c'est vraiment une sororité pour te sentir soutenu et accompagné. Tu verras, ça change tout dans ton parcours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.